Bonsoir Dominique Cerutti. Bonsoir. Vous êtes directeur général adjoint de NYSE Euronext, autrement dit l'entreprise qui gère les bourses de New York, Paris, Amsterdam, Bruxelles, Lisbonne, plus le marché londonien des dérivés, le LIFE. Pour un peu, on aurait pu ajouter Francfort à cette liste déjà longue et impressionnante, mais la Commission européenne en a décidé autrement. La fusion avec la bourse allemande n'aura pas lieu. Une dizaine de jours après cette décision, vous la regrettez toujours ? Oui, absolument. Et Pourquoi ? on la regrette pour nous et on la regrette pour l'Europe, puisque en un mot, il s'agissait simplement de créer le plus grand marché réglementé de la planète dans toutes les classes d'actifs importantes, et que malheureusement la Commission compétition en a décidé autrement. Donc ce marché se formera tôt ou tard, mais pas sur le sol européen, et donc c'est regrettable pour l'Europe. La Commission arguait que cette fusion aboutirait à un quasi-monopole sur les produits dérivés, en ajoutant le LIFE dont j'ai parlé, à Eurex, son équivalent allemand. L'argument s'entend quand même. Oui, mais vous avez dû m'entendre m'exprimer sur le sujet. Tout ça revient à une définition de marché, parce que c'est comme ça que ça se passe, qu'on appelle le marché de référence. Et pour une raison qui continue à nous étonner, la Commission compétition a décidé que le marché des dérivés, qui est éminemment global, dans leur cas serait vu comme européen uniquement, Oui, et en plus a exclu du marché européen la partie gré à gré du marché, qui, je vous le rappelle, représente 90% du marché. Alors du coup, sur ce qu'il restait de ce petit marché étriqué, on paraissait un gros monopole. Sauf qu'on conteste depuis le début et on continuera à contester la définition de marché. C'est ça d'ailleurs votre grief principal. Vous dites la partie régulée, transparente des marchés représente une part de moins en moins importante des échanges en réalité. Il y a beaucoup de choses qui se passent de gré à gré, dans l'opacité la plus totale, et là, il y a une part de marché qui vous échappe et qui, elle, est de plus en plus importante. Oui, alors non seulement c'est une part de marché qui nous échappe, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que ça échappe surtout aux yeux des régulateurs. Pour on est le marché des dérivés, qui est le plus gros marché des capitaux. Il y a 4 segments, mais sur le marché des dérivés, je vous rappelle, c'est 600 000 milliards de contrats ouverts, 10 fois le PIB de la planète, donc c'est pas une paille. Et 90% du marché des dérivés est un marché qui se fait en gré à gré, donc ce qu'on appelle opaque, qui échappe aux yeux des régulateurs. Oui, Jean-Pierre Jouyet s'en plaint d'ailleurs très souvent, le président de l'AMF. Il y a de quoi, puisqu'il ne peut pas savoir, lui, comme ses pairs, où s'accumulent les risques, parce que ça se fait dans l'opacité, et puis un jour, les marchés étant ce qu'ils sont, ils se purgent, et c'est là que les bulles éclatent et que ça déséquilibre la planète. Et donc, pour revenir à votre question, c'est puisque une bourse, c'est un marché qui par nature est transparent dans une industrie hautement régulée, on projetait, en se mariant avec les Allemands, de créer le plus grand marché réglementé de la planète, et encore une fois, ça n'a pas eu lieu parce qu'il y a une définition de marché très étriquée qu'on conteste, et c'est tant pis pour l'Europe. Vous avez la possibilité de faire appel, vous le ferez ou pas ? On a 2 mois grosso modo pour faire appel, donc on laisse ça dans les mains de nos avocats, mais ça ne changera pas le sujet. La fusion est morte et enterrée, ça c'est clair. On est passé à autre chose parce qu'on a des responsabilités, donc il faut qu'on continue à avancer. Donc si on fait appel, ça sera uniquement pour faire valoir notre bon droit et le bien fondé de nos arguments. Alors reste maintenant à imaginer une nouvelle stratégie pour NYSE Euronext. Pour ça, on peut s'appuyer sur les résultats annuels que vous avez publiés vendredi. 600 millions de dollars de profit en 2011, c'est une hausse de 4% et des bénéfices nets qui représentent à peu près 13% du chiffre d'affaires. Ça va pas si mal ? Oui, non, ça va bien. Alors quand vous dites réimaginer une stratégie, non, parce qu'on en a toujours une et on faire au feu. Et on continue, voilà. Donc là, on avait un projet extrêmement ambitieux qui aurait été vraiment ce qu'on appelle dans un jargon anglo-saxon un game changer dans notre industrie. Mais enfin, on est une entreprise très solide. Je vous rappelle qu'on a 3 segments dans notre entreprise. Les activités au comptant, donc on appelle cash dans le jargon anglo-saxon, les activités de dérivés listés et les activités de technologie. Et les 3, en 2011, ont délivré des résultats de très bonne facture. Et comme on manage très bien nos dépenses et qu'on poursuit notre globalisation, ça se passe bien pour nous. Vous annoncez quand même une intensification de la maîtrise des coûts. Alors ça, en général, ça veut dire de mauvaises nouvelles pour l'emploi, peut-être en France. Non, pas forcément. Pour être très clair, on a déjà fait ce qu'on devait faire du point de vue de l'adaptation de la masse salariale il y a des années. C'était en 2009 en particulier en France. C'était quelque chose qui était douloureux mais qui était nécessaire. Non, l'essentiel de nos économies sont plutôt des opérations d'infrastructure. Si je vous donne un exemple, on a créé 2 grands centres informatiques ces dernières années et on est en train de décommissionner les anciens centres informatiques et donc de rationaliser. Donc ça, c'est des grosses économies et il n'y a quasiment aucun emploi qui est touché à ça. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'adaptation de masse salariale, mais non, l'essentiel, c'est de l'infrastructure. Je vous demandais ça parce que la France a l'air décidée d'imposer très vite ce qu'on appelle une taxe Tobin sur les transactions financières. Ça devrait ressembler au retour de l'impôt de bourse qui avait été supprimé en 2007. Est-ce qu'il y a un risque accru de délocalisation des transactions ?
Non, honnêtement, j'ai entendu beaucoup de choses. C'est pas quelque chose qui nous fait plaisir parce que on peut saluer le projet politique et en débattre, mais nul doute que il y a comment dire un projet politique qu'on peut comprendre. Là, en revanche, la manière dont la taxe semble se dessiner, c'est une réduction significative du champ d'application. Mhm. Donc, franchement, Oui, il y a de plus en plus d'exceptions, on le voit voilà, bien. à très court terme, donc tant mieux pour notre business et pour les marchés financiers. On peut dire que c'est un premier pas dans ce projet politique, donc j'espère que c'est ce que les politiques et la France fera en particulier en utilisant cette première étape. Maintenant, pour revenir à votre question encore une fois, non, je ne crois pas qu'il y aura du tout de délocalisation, c'est des choses qui auront une portée somme toute assez limitée. Le médiateur du crédit, Gérard Ramex, est sur le point de publier un rapport qui concerne l'accès des PME à la bourse. Alors on peut supposer que comme le crédit bancaire se fait de plus en plus rare, la bourse est une opportunité pour elles, pour aller chercher des capitaux évidemment qui leur manquent pour se développer. Et ce rapport dirait qu'en gros vous n'êtes pas très chaud pour accueillir les PME à la bourse, c'est vrai ça? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suggère qu'on attende de lire le rapport parce que on a contribué au rapport de Gérard Ramex et Thierry Jamy. C'est pas un rapport qui est forcément tendre à les acteurs dont nous, et c'est normal parce que s'il y a une chose sur laquelle tout le monde s'accorde en France, et nous en premier, c'est que il faut à tout prix travailler encore plus fort pour faciliter l'accès des PME au marché. Juste pour expliquer à vos auditeurs pourquoi, c'est que traditionnellement les PME ETI qui créent 80% des emplois en France ces 20 dernières décennies, donc on ne parle pas de quelque chose de marginal, se financent à 97% par du crédit bancaire. Oui, c'est là le problème donc, aujourd'hui. voilà, à partir du moment où on a ce qu'on appelle un crédit crunch, c'est-à-dire que moins de crédits sont distribués par les banques, il y a une urgence absolue à faciliter l'accès des PME ETI au marché. Et nul doute que, autant pour une grosse entreprise du CAC 40, c'est finalement assez facile parce qu'elles sont équipées, outillées. Oui, elles peuvent émettre des obligations facilement. Et qu'elles ont des services qui s'occupent de ça, elles en ont l'habitude, et que la transparence ou comment dire, les procédures qui sont appliquées ne sont pas des rebutoires. Autant pour une PME, c'est quelque chose qui est difficile. On va appeler ça, il y a des forces de friction un peu partout qu'il faut lever. Alors là où le rapport met son doigt, c'est que c'est un travail sans doute collaboratif. Nous, on est un opérateur boursier, mais en fait, on ne peut pas tout faire de A à Z. On a besoin qu'un écosystème se forme. Donc, on y a activement travaillé ces dernières années et qu'on continue. Alors, j'insiste sur le fait que ces 2 dernières années, on a enregistré de beaux progrès en France, dans une conjoncture, vous le savez, qui était détestable et très difficile. Mais si on se compare par rapport aux autres marchés, en particulier le marché de référence, qui est le marché qu'on appelle AIM londonien, qui a perdu en quelques années des centaines d'entreprises sur le marché de PME, le marché français se porte bien et a accueilli plusieurs dizaines d'entreprises. N'empêche que, et vous avez raison, et le rapport a raison, c'est pas suffisant, et il faut qu'on resserre les rangs et qu'on continue sur une nouvelle série de mesures. Donc, et on sera au rendez-vous. Il n'y aura pas besoin de créer une bourse concurrente ou alternative pour les PME. Si certains veulent créer une bourse concurrente, on a tellement de concurrence que bienvenue à bord, mais non, je pense pas que ce soit le sujet. Le vrai sujet, c'est il y a deux aspects. C'est faire en sorte que les entreprises puissent venir en bourse, c'est ce qu'on appelle l'accès au marché primaire. Ouais. Et ensuite, est-ce que le marché secondaire est de qualité? Alors, le marché secondaire de qualité, c'est notre expertise. On n'a pas besoin d'y retravailler. On peut toujours s'améliorer, mais ça, c'est notre expertise. Ça se passe bien. Là où est la difficulté, c'est de faire en sorte que les entreprises puissent venir au marché. Et donc, c'est pas une bourse concurrente qui créerait quoi que ce soit. C'est qu'il faut plus de gens pour prospecter à nos côtés et pour, entre guillemets, évangéliser ou accompagner les entreprises. Et les préparer à ça. Et les préparer à ça. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas un problème de bourse. Ça veut dire, je suis toujours un peu surpris de cette confusion. En revanche, c'est un problème de comment est-ce que l'écosystème, c'est-à-dire nous, les banquiers, les avocats d'affaires, les leasing sponsors, les experts comptables, les régulateurs, etc., aidions les entreprises de manière cohérente et d'une seule voie pour les amener à la bourse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, l'autorité des marchés financiers vient de décider de réautoriser les ventes à découvert sur les valeurs financières qui avaient été interdites pour limiter la volatilité et éviter de fragiliser les grandes institutions bancaires, c'est bien ? Oui, parce que pour simplifier un débat qui est éminemment technique, ce qu'on peut dire, c'est que les ventes à découvert, c'est un mécanisme qui fait partie de ce qu'on appelle la formation du prix quand les marchés se comportent normalement. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire ça. Ça permet simplement à vous, moi, d'exprimer un point de vue sur ce que vaudra une action demain. C'est un pari sur l'avenir. Compte tenu de ce que vous savez. Bien. Donc, quand les marchés fonctionnent correctement, il n'y a pas de raison d'interdire ça. C'est plutôt sain que chacun exprime son point de vue pour former le prix. En revanche, ce que les régulateurs avaient fait, dont les régulateurs français au mois d'août dernier, c'est de dire, en période de surchauffe où il y a une exagération et où les marchés peuvent vraiment devenir dangereux lorsqu'ils agressent une valeur,
on peut mettre une pause, c'est comme un coup de sifflet dans la récré, et en disant bon, donc c'est ce que le régulateur a fait, ils ont suspendu ça momentanément, vous voyez que les choses se sont calmées. C'est plutôt bon signe en fait, ça veut dire que le marché revient... Exactement, voilà. Alors est-ce que c'est la mesure ou non, est-ce qu'il y a contribué, c'est autre chose, mais en tout cas c'est-à-dire que les marchés, ce qu'on peut dire des marchés actuellement, c'est qu'on dirait qu'ils factorisent tous les événements de manière un peu plus calme et un peu plus sage que ce qui s'est passé depuis le mois d'août, où entre août et novembre, grosso modo, c'était vraiment des réactions paniques à la moindre nouvelle ou non nouvelle. Le sang-froid est de retour. Il semblerait. Merci Dominique Cerutti. Je vous en prie.